Bonjour à tous, c'est Cameron Lamar, depuis le théâtre de la mer à 7 dans le reflet du miroir, où je reçois aujourd'hui un homme. À la fois scénariste, acteur, il est également l'un des plus grands humoristes français, souvent décrié pour son franc-parler. Le reflet du miroir, c'est aujourd'hui le reflet de Jean-Marie Bigard. Bonjour Jean-Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le reflet du miroir. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Je suis là, j'ai un petit verre de vin. C'est toujours bien. J'ai la photo de mon grand amour de ma vie qui est là. Nous sommes tous les deux beaux dans un cadre. On voit à peine la différence d'âge, 28 ans. Et donc je me sens très bien. Tu peux aller fouiller dans mon disque dur. Je suis prêt. Alors, vous connaissez le principe de cette émission, il est très simple. Vous êtes assis face à un miroir et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Eh bien, je vois un mec qui est bien bronzé et ça fait longtemps qu'il n'a pas été bronzé comme ça. Donc il est content. Et puis il est content, il parle de lui à la troisième personne. Ça me fait un peu ressembler à Alain Delon. Et voilà, je vois un homme... En tout cas, sûrement pas comblé, hein, parce que la pire des choses, c'est d'être comblé. Quand tu es comblé, on ne peut plus rien te donner, tu comprends? Comme une bouteille qui est pleine, tu peux verser un seau dessus, tu vas pas pouvoir la remplir, elle est déjà pleine. Donc je ne suis pas comblé, je suis plutôt content de savoir que j'ai encore plein de choses à faire pour ce qui reste de ma misérable existence. Voilà. Et comment vous définiriez votre caractère ? Eh bien, selon ma femme, je dirais un personnage un petit peu soupe au lait, qui se met un petit peu en pétard assez vite et qui supporte très mal, par exemple, l'injustice. Il a du mal à se concentrer et quand ça tourne un peu vite, il faut se mettre au centre de la roue parce que c'est là que ça tourne le moins vite et j'ai un peu du mal à faire ça. Disons que je démarre encore assez rapidement. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, à part quelques cils qui partent un peu vers le bas, mais bon, sinon ça va. Alors, parlez-moi un peu de votre première passion, l'humour. D'où vous est venue cette envie ? Je suis sorti du ventre de ma mère beau, tu vois. C'est-à-dire mes frères et sœurs sont sortis au forceps, tu vois, mâchouillés, le crâne en 8, tu vois, et moi, je suis arrivé, boum, comme un paix sur une toile cirée. J'étais le 4e enfant et une bouche de plus à nourrir, pour parler clairement. Et donc, je suis arrivé en disant, mais attendez, regardez, je suis beau. Ne me jetez pas. Et en plus, je suis drôle. Et c'est la seule et unique grande raison pour laquelle j'ai fait ce métier d'humoriste. Quel plus beau métier que celui de faire rire les gens, d'avoir, grâce à Dieu, le talent de inscrire un sourire sur la personne qui est en face de toi et de lui donner du bonheur. Je me voyais pas, en réalité, sans savoir une seconde, puisque je suis arrivé à Paris à 30 ans, hein, sans savoir qu'un jour je dirais bonjour à Michel Drucker comme un copain. Je pouvais pas savoir que j'allais devenir cet humoriste, mais je n'avais aucun doute sur le fait que c'était exactement ça que je voulais faire. Alors, après des débuts relativement difficiles, le grand public vous découvre en 1987 dans La Classe sur France 3. Parlez-nous de cette expérience. La Classe, comme les autres émissions qui ont suivi, est une émission de création comique, donc avec extrêmement populaire, bien sûr. C'est-à-dire tout le monde dit c'est de la merde, tu vois, mais c'est là qu'on découvre des gens dans cette vitrine incroyablement puissante qui s'appelle la télévision. Et tout d'un coup, eh bien,
pour certains d'entre eux, dont j'ai fait partie, eh bien, les gens disent, bah, j'en veux de celui-là, quoi. Quand c'est celui-là, je regarde. Et je l'adore, j'aime son esprit, j'aime son truc, et si tu es bosseur, et si tu es créatif, eh bien, ça peut te faire un démarrage de carrière, tout simplement, fulgurant. Et puis en 1988, votre premier spectacle à succès, vous avez dit Bigard. Parlez-nous de cette expérience. Vous avez dit Bigard, donc je fais une rencontre sublime. Je conserve tous mes calepins, tu sais, avec tous mes rendez-vous. C'est ma vie, c'est-à-dire je vois cette année-là rendez-vous avec Laurent Baffy, parce que j'ai pas bien compris son nom, donc j'ai mis Laurent Baffy. C'était Laurent Baffy bien sûr. Je me rends compte, je trouve qu'il a un talent extraordinaire. On se fait rire l'un l'autre et on se met à écrire et à trouver des filons incroyables pour cette émission de la classe où il faut fournir 2, 3 ou 4 sketchs par semaine. Je veux dire qu'il n'y a pas ça te laisse pas beaucoup de temps pour aller jouer à la pétanque. Tu ne penses qu'à ça, tu te réveilles avec ça, tu t'endors avec ça, tous les sujets sont bons. C'est là qu'on met au point des techniques pour fabriquer des dizaines, des centaines de sketchs. Pardon, dont un, les fameux briefings. On invente les briefings avec mon ami Laurent Baffy, mon frère pour la vie. Et le premier, ça a été à la mi-temps d'un match de foot. Et le mec, il rentre, il dit bravo les mecs, 9-0 à la mi-temps, c'est super. Alors on y croit, on se bat. On va le gagner quand même ce match-là. Et il s'adresse à tous les joueurs. Et c'est à péter de rire, le truc a fait rire la France entière. J'attaquais tous les briefings en disant les gars, je vous ai réunis parce que ça va pas. Et tout le monde faisait du tout. Que ce soit à Strasbourg, à Orléans, à Bordeaux. Je disais, les gars, je vous ai réunis parce que ça va pas. Toute la salle faisait du tout. Et fait des briefings à l'hôpital, avec Saint-Pierre, au ciel, au zoo, bien sûr, tu vois. Et donc, on avait trouvé un procédé qui nous permettait de fournir. Parce que ce genre d'émission, il ne faut pas faire 1 ou 2 ou 10 bons sketchs. Il faut en faire 100, 200. Et chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est toi qu'on regarde et c'est toi le plus fort. Et suite à ce premier spectacle, vous connaîtrez de véritables succès avec notamment en 1995 100% tout neuf, en 2000 Bigard met le paquet. Vous passerez sur des scènes véritablement prestigieuses avec notamment Bercy, jusqu'en 2004 où on vous retrouvera au Stade de France avec des animaux et des hommes. Parlez-nous de cette expérience. Stade de France, incroyable, tu tiens un truc énorme, tu vois, et tu te dis, où est la limite? Parce que ma première idée, après Bercy, je triple et je quadruple tous les zéniths pendant 10 ans. J'ai une période absolument insensée, quoi. Je vends 1 an à l'avance, 3 zéniths, tu vois. Je fais 6 fois la halle Tony Garnier de Lyon, à 6000 personnes, j'en ouvre 2, je la remplis, j'en ouvre 2, 3 mois plus tard, ils sont remplis, j'en ouvre à nouveau 2. C'est absolument extraordinaire. Donc, il me vient une idée de faire un stade, comme les chanteurs. Et on dit Parc des Princes, et moi, immédiatement, j'ai dit, tant qu'à faire un stade, faisons le Stade de France. C'est le double. Et voilà, je commence à réfléchir à ça, et à un moment donné, ça c'est très important que je le dise aussi, à un moment donné, même mon équipe me dit, Jean-Marie, il faut que tu montes sur les freins tout de suite, c'est trop gros, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et même dans le cas où tu y arriverais, ce serait inaudible. Personne ne comprendrait un mot de ce que tu dis. Le bord de scène est à 198 mètres du dernier rang. Tu comprends? Et moi, je dis si. Je dis comment si? Je dis ouais.
c'est quoi le problème? Parce que quand je commence à dire c'est quoi le problème, faut qu'on m'explique bien qu'on peut pas le résoudre. Hein. Parce que sinon, je dis, y a qu'à faire ça alors. Oui, mais aussi, il y a un autre problème, il y a celui-là. Et alors? Et on a résolu tous les problèmes, le plus gros obstacle à surmonter, c'était effectivement le son. Et, à force de réfléchir, et souvent tout seul, y compris l'équipe du Stade de France, hein, viennent me voir très gentiment en me disant, Jean-Marie, on a eu les yeux plus grands que le ventre, ça va pas le faire. Et donc, j'ai dit, on va faire une répétition au mois d'avril. Le 4 avril, je fais une répétition au Stade de France. 1 million d'euros. De ma poche, hein. Il y a personne, aucun producteur n'aurait risqué 2 euros là-dessus. Moi, de ma poche, parce que je les ai, hein. Je dis, ça coûte combien? 1 million, alors on va faire une répète. Au mois d'avril, on a déjà vendu 25 000 places. Je fais une bande de 25 000 places, du bord de Seine jusqu'au dernier rang. Et grâce à des petits gars qui sont tout à fait français, je vais en citer un, Didier Dalfito, c'est un mec de Nancy, fait du son, et je lui dis comment on peut mettre tout le monde à 20 mètres du son. Et on finit par trouver la solution quand la sécurité du Stade de France me donne les 12 000, on n'a pas le droit de mettre 12 000, hein, c'est 12 000 sur la pelouse. Comment ils vont être assis, ils sont sur des chaises, 12 000 assis, au Stade de France. Quand ils m'ont amené le plan, on aurait dit, c'était des rectangles de chaises, c'est comme ça, de 20 mètres sur 10, tu vois. Quand j'ai vu ces rectangles, écoute, on serait cru dans un Astérix avec les légions romaines, tu sais. Tu vois les légions qui arrivent comme ça par carré, bien rangées, hein. Et là, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Il me dit, t'as trouvé quoi? J'ai dit, on va sonoriser rectangle par rectangle. On a fait fabriquer 198 baguettes de son, des baguettes de environ 1,80 m, qui étaient inclinées comme ça, et qui faisaient le rectangle. Elles allaient pas 5 mètres plus loin, hein. Parce qu'il y a un truc qui freine le son, c'est la terre, hein. On avait pensé suspendre du son, impossible. Il fallait des câbles comme ça, et puis 58 tonnes de chaque côté, tu vois, tu mets pas des tonnes de matériel sur la tête de 12 000 personnes, c'est impossible, au-dessus de 12 000 personnes. Et nous voilà partis, et donc j'ai utilisé ces baguettes pour la répétition, pour voir un système de son pour la basse tribune, et un système de son pour la haute tribune. C'était le plus facile. Tout le monde à 20 mètres du son. J'ai mis Baffy au milieu, mon autre ami François Rollin dans le fond, tu vois, et moi sur la scène. J'étais avec mon copain Didier Gustin. On s'est mis à avoir une conversation à 3, comme nous ici dans cette loge, tu vois. Et là je me suis dit, putain, ça le fait, ça marche. Voilà mon secret. Alors j'imagine que ce n'est pas un milieu facile, on ne vous a pas toujours tendu la main. Quels sont vos rapports notamment avec vos autres collègues humoristes? Ils ont tous été tendres, sauf Muriel Robin, qui ne l'a pas été du tout, et elle m'a donc reproché, tout simplement, c'est quand même très fort, hein, une personne que je connais, avec qui je suis ami, quoi qu'elle en dise, depuis plus de 30 ans, je raconte une blague que je raconte depuis 30 ans, partout, 3 fois à la télé, 100 fois à la radio, à Europe 1 ou à RTL, aux grosses têtes, et tout d'un coup, le ciel me tombe sur la tête. C'est-à-dire que ce sont les gens, tout d'un coup, qui changent, et une vanne, une blague, qui, par définition, est choquante. La blague est choquante. Si tu fais pas... on ne fait pas rire avec le bonheur. Il faut quand même que les gens se mettent un jour ça dans la tête. Le bonheur fait pleurer. C'est clair. C'est le malheur qui fait rire. Tu vois, une vieille dame
à la télé, dans une vidéo gag qui glisse et qui part, bam, et qui tombe, on est écroulé de rire. Si on assiste à ça, on va lui porter secours, bien sûr. Mais c'est une vieille dame, elle s'est vraisemblablement cassé le col du fémur, mais je veux dire que le temps de la glissade, ça nous fait rire. On est comme ça. Le bonheur, en revanche, à la fin du film, les amants se retrouvent enfin, ils s'embrassent et tout le monde pleure. On n'éclate pas de rire au bonheur. On fait pas « T'as vu comme ils s'adorent ?» Non, pas du tout. On pleure. Le bonheur fait pleurer. Le malheur fait rire. Les blagues, si brutales soient-elles, elles nous permettent d'aller opérer dans le cerveau humain des trucs, si tu veux, qui sont ignobles, où tout d'un coup le rire va quand même apparaître. Parce que c'est très difficile de tuer le rire. Moi, je suis un peu la figure de proue, puisque je suis celui qui y va le plus franchement, tu vois. Et donc, c'est ma tête qu'il faut couper. Mais je leur dis à tout cela, faites attention, il faut sauver le soldat Bigard. Si vous me tuez, vous tuerez après tous les autres. Et je pense que, en utilisant l'exemple d'Einstein, que si on tue les humoristes, l'humanité ne survivra pas plus qu'à la disparition des abeilles. Il nous a donné 4 ans, Einstein, après la disparition de la dernière abeille. Moi, je ne donne pas 4 mois à l'humanité pour disparaître si on supprime l'humour, qui est la fenêtre qui nous permet de tenir le coup dans le pire des cas. On a toujours le droit de se marrer. On est dans un trou d'obus pendant la guerre. Moi, je crois que j'arriverai encore à sortir une vanne à mon copain qui va être à côté de moi, disant, dis donc, tu vas sortir n'importe quelle connerie, parce que l'humour est plus fort que tout. Et le rire est la porte de sortie, quel que soit le labyrinthe dans lequel tu te trouves, tu vois. Enfin bref, tu m'as compris, quoi. Tout à fait. Hein, il faut rigoler. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Alors le public français vous connaît comme un humoriste, mais également comme une grande gueule, mais vous êtes avant tout un homme de cœur. Et depuis l'an 2000, vous êtes engagé comme parrain dans l'association Les Bouchons d'Amour. Parlez-nous de cet engagement. C'est un coup de bol. C'est un véritable coup de bol. Ma grande sœur Anne-Marie, je lui dois d'avoir inventé cette association. Elle me dit, il faudrait garde les bouchons en plastique, parce que avec 1000 bouchons, on peut acheter un fauteuil. Je sais pas où elle a été chercher une connerie pareille. Mais c'est ma sœur. Je garde les bouchons. Et puis, je creuse un petit peu quand même, parce que je me dis, c'est quand même un peu épatant qu'avec 1000 bouchons en plastique, on peut obtenir un fauteuil. Et je me rends compte que ça ne débouche sur rien, que ces bouchons sont inutilisés, qu'ils ne sont pas recyclés. Et je me dis, le challenge il est énorme, parce que là j'ai jeté le bouchon avec une olive de 100 grammes, tu vois, une perche de 10 mètres et tout, j'ai envoyé le truc très 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 loin. Et je me suis dit, et si on faisait exister cette association, tout simplement, recycler le plastique. Je m'aperçois très vite que le plastique au tonnage a un prix. Le plastique, quand on a démarré l'association, il était vers les 230 € la tonne. 230 € la tonne. En fait, il faut pas 1000 bouchons pour acheter un fauteuil, il faut 10 millions de bouchons. On part de loin, hein, de très très loin, et très vite. J'ai touché le cœur des enfants. Les enfants ont porté cette association à bout de bras. Ils ne sont pas dans le monde de l'argent, mais ils se disent, si je ne jette pas mon bouchon en plastique, je peux peut-être aider un petit copain à acheter son fauteuil, parce qu'il est handicapé. Il peut pas le faire, tu comprends? Et les enfants, ils rentrent à la maison, ils disent, non, maman, jette pas le bouchon en plastique, et on le met
dans un petit conteneur, une petite boîte, puis après un grand sac poubelle. Très vite, 6 millions de personnes en France ont adhéré à cette association. Je vais vous demander maintenant de regarder la caméra qui se trouve derrière vous à travers le miroir. Je vais vous demander de vous adresser à ce public qui vous suit depuis tant d'années. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? C'est les circonstances, c'est Dieu, sûrement un cadeau de Dieu qui a fait que ma voix, mes conneries ont pénétré votre cœur. Et nous sommes donc connectés. Et je suis étourdi, je suis ravi, je suis comblé de bonheur de savoir que nous sommes reliés les uns aux autres. Vous êtes ma garde rapprochée. Vous venez à mon secours quand on m'attaque. Des fois, vous me faites chier, vous me dites une petite méchanceté, un truc comme ça, mais c'est toujours bien de réfléchir. Donc, merci d'être là et merci pour l'amour. Et si vous aviez à garder un moment, un instant de votre carrière, lequel serait-il? Un coup, je vais jouer dans un petite salle, dans un gros bourg, on va dire, et ça n'avance pas. Et je vois que le bouchon, il est là, et je commence à me demander s'il va arriver à l'heure pour pouvoir jouer. Et on arrive à un carrefour, il y a des flics qui sont là, et ça va me faire pleurer, ça. Je le sens. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident? Et il me dit, non. Il y a Jean-Marie Bigard qui joue. J'étais dans mon propre bouchon. Je peux pas savoir. Ça arrive comme ça. C'est un moment de bonheur pur. Et tu as l'impression que tu payes toute ta vie pour avoir ce bonheur, mais quand le bonheur arrive, il est gratuit. Il est complètement gratuit. C'est ce que j'adore dans ce métier. On dit souvent des humoristes qui cachent derrière leur personnage parfois une grande sensibilité et de dures épreuves. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ah, bien sûr. J'ai une phrase là-dessus. Si vous voyez un clown pleurer, ne soyez pas triste, il se repose. Et ma question suivante était de savoir si vous aviez la possibilité aujourd'hui de faire venir une personne sur Terre. Qui serait-elle et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ma mère. Je voudrais lui dire merci de m'avoir élevé et de m'avoir donné autant d'amour que je peux, moi, maintenant, et depuis sa disparition, mais depuis ma naissance, que je peux, moi, rediffuser à l'ensemble de la planète. Elle est amour. Elle a toujours été amour et donc elle m'a donné une telle montagne que je peux en offrir à tout le monde. J'en aurai toujours autant. Tu vois la quantité d'amour inépuisable. Merci maman. Nous arrivons maintenant à la fin de cette interview. Je vais vous demander un tout dernier exercice. Nous allons voyager tous les deux, si vous le voulez bien, et remonter au 17 mai 1954, où vous étiez Jean-Marie, ce petit garçon qui voyait le jour. Je vais vous demander de vous regarder une dernière fois les yeux dans les yeux et de vous adresser à ce petit garçon. Après toutes ces années, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quels conseils vous aimeriez lui apporter? Profite, mon garçon, de la sagesse qui vient se présenter à toi avec l'âge, puisque quand on n'a plus les moyens physiquement, parfois intellectuellement et autres, eh bien on s'aperçoit que on peut rayonner de là où on est sans forcément aller
courir, faire des sprints à droite et à gauche. Profite de la dernière partie de ta vie pour être, dans le bon sens du terme, le plus sage possible, pour ensuite pouvoir accéder à la quête suprême de tout individu qui est de se fondre avec son soi intérieur. Deviens qui tu es avant de mourir. C'était Cameron Lamar. À très vite dans le reflet du miroir.